Il y a 80 ans, les peuples de nos nations se sont réunis et ont placé leur confiance dans l'humanité des autres, un acte de foi d'autant plus extraordinaire si l'on se souvient des destructions qui avaient touché notre monde. Et pourtant, des affres de la guerre, cette génération a trouvé le courage, la sagesse et la compassion d'œuvrer ensemble pour une paix meilleure, pour un monde non pas pour un monde gouverné par les droits et les règles et non pas la peur et la force, où la souveraineté de chaque nation serait respectée. La dignité essentielle et l'égalité de chaque homme, chaque femme, chaque enfant serait défendue et où la mission partagée et les buts des Nations Unies ne seraient pas simplement d'endiguer la menace de la guerre, mais de créer les conditions de la paix, d'instituer un cadre pour régler les différends, d'encourager le dialogue nous permettant de gérer nos différends et d'approfondir notre compréhension mutuelle, de créer des opportunités, d'ériger la prospérité et d'arriver à la justice économique dont la sécurité pérenne dépend toujours. S'il y a 80 ans, cette tâche avait été confiée aux seules grandes puissances, alors, très probablement, nous ne serions pas ici. L'histoire noterait que les Nations Unies n'était qu'une expérience noble. La raison pour laquelle cette institution a perduré, c'est parce qu'elle nous appartient à toutes et tous. Elle a été construite et façonnée par chacun et chacune d'entre nous. Il nous incombe donc à toutes et tous de redonner de la force à la mission pérenne des Nations Unies, renouveler notre engagement en faveur du principe selon lequel la paix est une cause commune et une responsabilité collective. La création de l'ordre international fondé sur des règles est en grande partie le résultat des efforts des États-Unis et du leadership dont ils ont fait preuve après la Deuxième Guerre mondiale. Pour ma région, cette stabilité a été la base de la transformation économique. Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'une seule nation défende les règles ou garantisse la sécurité dont nous dépendons tous. Nous devons tous veiller à ce que ce système qui a permis l'émergence de nouvelles puissances préserve les droits et les aspirations de toutes les nations, grandes et petites. Ça signifie pour mon pays investir dans nos capacités et dans nos relations, dans le développement, la défense et la diplomatie, renforcer la sécurité de notre région, appuyer la souveraineté de nos voisins et contribuer à la cause de la paix au-delà de l'Indo-Pacifique. Nous promouvons l'unité au sein du Forum des îles Pacifiques. Nous approfondissons notre coopération avec l'ASEAN et nous rehaussons à un niveau plus élevé nos partenariats avec l'Indonésie, l'Inde, la République de Corée, le Japon. Et nous entrons dans un territoire nouveau avec le Royaume-Uni, l'Union européenne et notre allié principal, les États-Unis. Parce que l'entente, la prospérité partagée, la coopération économique sont pour nous les moyens les plus puissants de contrer la confrontation, l'isolement et le conflit. Les guerres sont souvent déclenchées par des pays qui pensent qu'il y a quelque chose à gagner. Plus nous renforçons l'architecture de la paix et de la prospérité, plus nous rappelons aux nations qu'elles peuvent y perdre. Chers collègues, lorsqu'un chef de gouvernement s'adresse à cette assemblée en parlant de prospérité et de sécurité, on lui rappelle souvent qu'il faut commencer dans son pays. Il nous incombe notamment de montrer à nos peuples que ce qui se passe dans le monde compte en fait pour eux aussi et que lorsque nous coopérons pour améliorer la sécurité, contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la protection de l'environnement, lorsque nous appuyons la création de forums tels que le G20, l'APEC ou investissons dans les partenariats diplomatiques tels que le Quad, nous ne mettons pas de côté nos intérêts nationaux ou les valeurs de nos populations. Nous honorons au contraire ces valeurs. Les Nations Unies
ne servent pas qu'à permettre aux grandes puissances d'opposer leur veto aux ambitions des autres. C'est une enceinte permettant aux puissances intermédiaires et aux petites nations de se faire entendre et de réaliser leurs aspirations. C'est pourquoi l'Australie cherche ou brigue un mandat au sein du Conseil de sécurité pour 2029-2030 et que nous souhaitons co-organiser la 31e conférence des parties avec notre famille pacifique, des nations pour lesquelles le changement climatique n'est pas qu'une menace environnementale, mais même existentielle. Pour faire la lumière sur les souffrances et les combats qui sont parfois oubliés, pour que la communauté internationale œuvre ensemble pour promouvoir nos intérêts partagés et que nous relevions ensemble les défis pour lesquels nous ne pouvons pas faire cavalier seul. En 2025, nous sommes confrontés à toutes sortes de défis, des anciens, des nouveaux, des dictateurs qui s'accrochent au pouvoir en exerçant une cruauté sur leurs propres compatriotes, des tyrans qui envahissent des nations souveraines pour arriver à leurs ambitions, des régimes qui souhaitent écraser leur population sous le poids de l'oppression, des autocraties qui déploient de nouvelles technologies pour saper notre confiance dans la démocratie, les institutions et dans autrui. Les intimidations, les actes de coercition dans les mers et les airs qui menacent la vie et risquent de créer une escalade des terroristes ou des États qui appuient le terrorisme, qui propagent la haine. Et si nous avions le luxe de penser qu'une violation du droit international ne nous concernait pas, qu'un conflit ailleurs dans le monde ne nous concernait pas non plus, eh bien ce n'est plus le cas. Le mois dernier, les services de sécurité australiens ont confirmé que le régime iranien a orchestré une explosion qui a eu lieu dans une synagogue à Melbourne, dans un restaurant juif à Sydney. Des actes criminels de lâcheté qui visent à diffuser la haine. Nous avons expulsé l'ambassadeur iranien d'Australie, une première depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, aux Nations Unies, nous rappelons au monde que l'antisémitisme n'a pas sa place. Chers collègues, l'Australie n'a pas pour habitude d'imposer ses valeurs à d'autres nations. Mais lorsque nous commerçons avec le monde, nous amenons nos valeurs et nous cherchons à appuyer nos paroles avec des actes. L'Australie a aidé à rédiger la Charte des Nations Unies. Nous avons participé à la première opération de maintien de la paix sous l'autorité des Nations Unies pour appuyer l'indépendance de l'Indonésie. Notre économie s'insère dans la région qui connaît la croissance la plus rapide dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, notre pays appuie les bénéfices tirés du libre-échange équitable que nous souhaitons renforcer en plaidant pour que les travailleurs puissent bénéficier de la prospérité créée par le commerce grâce à l'amélioration des salaires, la sécurisation du lieu de travail, l'élimination de l'exploitation et de l'esclavage moderne, en appuyant la sécurité des communications et de la navigation maritime qui permettent au commerce d'exister grâce à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment en mer de Chine méridionale. Et au sein de notre fière famille du Pacifique, sur un continent qui accueille les plus grands trésors naturels, et dans une nation qui a été bénie de des ressources traditionnelles, de minerais critiques, de compétences, du soleil et d'un espace pour permettre la transition, la décarbonation, l'Australie agit face aux défis environnementaux du changement climatique en saisissant les opportunités économiques liées aux renouvelables. D'ici à 2030, nous arriverons à réduire nos émissions de 43% par rapport à 2005. La semaine dernière, nous avons fixé l'objectif pour 2035, réduire nos émissions de 62 à 70%. Nous honorons nos engagements découlant de l'accord de Paris et de ses objectifs qui visent à réduire les températures mondiales en dessous de niveaux dangereux. Notre objectif est ambitieux, mais il est surtout réalisable. L'Australie, plus que toute autre chose,
considère que l'énergie propre nous permettra d'y arriver. On peut croire qu'il y a un choix entre croissance économique et responsabilité environnementale. Mais l'énergie propre permet la croissance économique rapide de l'Indo-Pacifique, permettant d'industrialiser et décarboniser en même temps, permettant aussi d'améliorer les conditions de vie de nos populations tout en réduisant les émissions de nos nations. Chers collègues, notre démocratie compte parmi les plus anciennes et c'est aussi le pays parmi les premiers pays où les femmes ont pu voter ou se présenter aux élections. L'Australie sait que les sociétés et les économies sont d'autant plus fortes qu'elles bénéficient du talent de tous leurs citoyens et citoyennes. C'est une Australienne, Jessie Street, qui comptait parmi les seules 8 femmes sur 850 délégués à San Francisco en 1945, qui a insisté pour que la Charte des Nations Unies évoque expressément la discrimination sexuelle. Je la cite, « Quand les règles se taisent, les femmes souvent ne sont pas prises en compte. C'est pourquoi l'Australie est fière d'œuvrer à la promotion de l'éducation, des opportunités économiques et de l'autonomisation des femmes et des filles du monde entier. » Notre pays accueille la culture continue la plus vieille du monde, et nous rendons hommage à la connaissance et la résilience des peuples autochtones partout. Notre pays a été enrichi, renforcé par le travail et l'aspiration des peuples de toute confession et tradition. Nous sommes donc opposés à la discrimination et aux préjugés partout. Notre peuple considère que la gentillesse est un acte de courage. Nous souhaitons que les travailleurs humanitaires puissent amener de l'eau, de la nourriture, des médicaments dans les zones de conflit en étant protégés. L'Australie, avec ses partenaires, a lancé cette semaine la déclaration pour la protection du personnel humanitaire. Je remercie les quelques 100 pays qui ont déjà approuvé la déclaration. Notre nation, dépendant de sachant que la sécurité dépend de la souveraineté, et appuie le peuple courageux d'Ukraine qui combat l'invasion illégale et immorale de la Russie. Nous partageons la résolution de chaque membre de la coalition des volontaires qui souhaitent une paix suivant les conditions fixées par l'Ukraine. La nature de notre monde, que les Nations Unies servent, veut que cette institution soit constamment mise à l'épreuve. À l'heure d'incertitude mondiale, il n'y a pas de jour pour se reposer, pas de choix facile. Si les Nations Unies reculent, nous reculons tous. Si nous donnons aux populations des raisons de douter de la valeur de la coopération, alors nous risquons de voir les conflits devenir l'option par défaut. Si nous permettons à une quelconque nation d'imaginer qu'elle est au-dessus des lois, alors la souveraineté de chaque nation en sera atteinte. Si nous nous résignons à l'idée que la guerre est inévitable ou que nous reléguons au statut d'acteurs passifs désintéressés, si notre réponse à chaque crise est de dire qu'il n'y a rien à faire, nous risquons de voir que l'on ne nous confiera plus rien. Notre monde où le dialogue, on considérera qu'il sera dans une impasse plutôt qu'une voie vers l'entente, où la coopération pour relever les défis qui font face à l'humanité verra ressurgir les vieux différends sur la race, la foi et l'ethnie. Et nos populations seront assiégées par les conflits, la pauvreté, l'inégalité. Et cette assemblée ne sera que le dernier lieu de repos des bonnes intentions. Nous tous qui sommes fiers de cette institution comprenons que ce n'est pas la réalité, mais ça ne suffit pas de le dire. Nous devons le prouver, non pas en renvoyant à l'ancienneté ou l'histoire de notre organisation, mais en la réformant afin qu'elle puisse mieux nous servir aujourd'hui et en travaillant ensemble pour façonner l'avenir. Parce que, certes, 80 ans est un jalon majeur. Toutefois, la valeur réelle des Nations Unies ne se compte pas en décennies, mais en actions. Des actions qui changent la donne dans la vie des populations.
Et c'est ainsi que l'ONU montre sa valeur et qu'elle plaide pour son cas en apportant de la nourriture dans des villages touchés par la famine, en fournissant des vaccins à des familles touchées par la maladie, en amenant de l'eau propre dans des communautés au bord de l'effondrement, en aidant des pays à briser les chaînes de la pauvreté, aidant des enfants à briser les chaînes de l'exploitation et des atteintes, en nous protégeant de la menace des armes nucléaires, en créant un monde dénué des armes nucléaires, en montrant que les principes sur lesquels ont été fondées les Nations Unies sont toujours valables, ont toujours un poids et un sens et sont porteurs d'espoir pour les populations qui en ont le plus besoin. Et cela vaut d'autant plus et avec beaucoup d'urgence au Moyen-Orient. Pendant des décennies, les dirigeants sont venus dans cette enceinte pour trouver de nouvelles paroles, de nouveaux moyens d'appeler à l'action pour arriver à une solution à deux États. Et je pense aux paroles prononcées par l'Australie, ou plutôt aux paroles que l'Australie a aidé à rédiger il y a 80 ans. L'Australie appelle à un cessez-le-feu, à la libération immédiate des otages et à l'acheminement de l'aide pour ceux qui ont désespérément besoin d'aide. Nous appelons à ce que les terroristes du Hamas ne jouent aucun rôle dans l'avenir de Gaza. Et cette semaine, l'Australie a reconnu l'État de Palestine. Pour citer la charte, qui est le fondement même de cette institution et qui reflète le meilleur de son idéalisme, nous sommes déterminés à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, à favoriser le progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Et à cette fin, à pratiquer la tolérance et à vivre ensemble dans la paix, dans un esprit de bon voisinage. Ça a été prononcé, c'était valable il y a 80 ans, ça l'est aujourd'hui. Chaque nation qui a un siège dans cette salle a mis un nom sur ses principes. Des soldats de la paix, des travailleurs humanitaires du monde entier ont risqué leur vie, perdu leur vie au service de ces idéaux. Nous devons nous demander, mais quand ces mots doivent-ils avoir un sens si ce n'est pas aujourd'hui? Quand ces mots doivent-ils s'appliquer s'ils ne s'appliquent pas au Moyen-Orient? Et qu'est-ce que les États membres des Nations Unies peuvent défendre s'ils ne peuvent pas défendre ceci? Une occasion se présente à nous. Nous devons la saisir. Chers collègues, lors des premiers travaux de cette assemblée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée était considérée comme territoire australien. La semaine dernière, cette nation fière a célébré le 50e anniversaire de son indépendance. Bientôt, ce voisin le plus proche de l'Australie deviendra notre allié, un nouvel allié. Les temps passent, les nations, les régions changent, mais les idéaux, les impératifs qui ont construit cette enceinte sont intemporels. Plus que jamais, nous devons placer notre confiance dans l'humanité. Nous devons choisir de réussir ensemble plutôt que d'échouer isolément. Plus que jamais, nous devons œuvrer pour voir les promesses de cette institution réaliser un progrès réel pour les populations que nous servons. Plus que jamais, nous devons œuvrer pour construire un avenir à la hauteur des buts nobles des Nations Unies et à la hauteur des grandes qualités de nos populations. Nous avons tous un rôle à jouer et l'Australie, quant à elle, jouera le rôle qui lui incombe. Je vous remercie.